Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler en long et en large d'Alita Battle Angel, le nouveau film de Robert Rodriguez, produit notamment par James Cameron. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup entendu parler de ce film. C'est un projet très ambitieux, une adaptation d'un manga, une nouvelle fois sur grand écran. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Pierre. Salut Pierre. Salut Robin, plaisir de te retrouver autour d'un micro. Pour parler de ça. Eh bah oui, évidemment, et ça fait plaisir aussi d'avoir Thibaut. Salut Thibaut. Bonsoir. Et donc, on va parler d'Alita, du projet, de cette adaptation. Est-ce que c'est un bon film de Robert Rodriguez ? Nous allons découvrir tout cela dans quelques secondes. C'est chouette comme métaphore, non ? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Alita, c'est le nom d'un cyborg récupéré un jour par Christoph Waltz dans une décharge. Le bonhomme, eh bien, ça tombe bien, est plutôt doué en robotique et donc il va réparer Alita. Et puis, cette dernière ne se souvient plus grand-chose de son passé et avec l'aide de différents protagonistes, elle va tenter de trouver les réponses à ces questions et surtout démêler le vrai du faux entre le monde du haut et le monde du bas. Alita Battle Angel, Pierre, je sais que tu as notamment lu et relu pour l'occasion les différents mangas. Comment as-tu trouvé finalement Alita ? Est-ce qu'on peut peut-être juste replacer déjà le contexte ? Qu'est-ce qu'est Alita finalement à la base ? Très volontiers. Donc Alita Battle Angel, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le nom américain de l'œuvre originale de Yukito Kishiro qui est Gun. C'est ce qu'on en francisé, c'est plutôt Ganmu. Mais c'est un manga qui est sorti dans les années 90, de novembre 90 à mars 95, c'était prépublié par la Shueisha dans le Jump, le Business Jump, donc un Jump pour adultes, contrairement à là où tu retrouves les Dragon Ball, etc. Et c'est une œuvre hyper inspiré par le cinéma, ça se sent, le mangaka adore le cinéma de science-fiction, le cyberpunk, on y sent du Ghost in the Shell, on y sent du Akira, il y a du Mad Max, il y a du Blade Runner, il y a même du Metropolis, du Voyage de Gulliver, si vous voulez, ça touche un petit peu à tout. Des bonnes influences, a priori. Que des bonnes influences. Du coup, quand je parle du Voyage de Gulliver, c'est évidemment la version japonaise avec le château dans le ciel, qui a été fait par Miyazaki. Et c'est sorti du coup à cette période-là en France, et donc en francophonie, c'était publié par Glénat entre 95 et 98. Ils ont d'ailleurs ressorti récemment une nouvelle réédition dans un coffret pour la sortie du film Alita Battle Angel à un prix modique. Vous pouvez vraiment vous faire l'intégrale des 9 tomes de la saga Gun pour un prix sympathique, donc n'hésitez pas, craquer pour le manga, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est un manga culte. Et il y a eu 2 autres séries qui sont sorties ensuite, Gun Last Order de 2000 à 2014, qui là part plus dans une espèce de space opéra et qui n'a clairement pas satisfait les fans. Et actuellement, il est en train de publier un nouvel arc qui s'appelle Mars Chronicle, qui fouille à la fois dans le personnage de Alita, du coup, mais qui s'appelle Gali en japonais et en français, dans son passé, avec également une suite à Last Order, etc. Ça semble plutôt bien démarrer d'après les retours que j'en ai. Il y a eu 2 tomes qui sont déjà sortis chez nous. Ça semble pas mal. À voir, j'y jetterai sans doute un œil. Et la chose très intéressante et petite anecdote rigolote, c'est que le mangaka est une personne qui est très nul pour dessiner les personnages masculins. Donc c'est pour ça qu'il s'est amusé à faire un personnage comme Gali, comme Alita, qui dans le manga passe de l'adolescence à l'âge adulte en étant à la fois cette petite fille ingénue très chou, mais également une femme fatale absolument magnifique avec de magnifiques formes. C'est un mangaka très précis dans son dessin et c'est très intéressant à regarder. Ce que je précise aussi, c'est que c'est un seinen, donc ça fait partie des mangas pour adultes. Et du coup, là, nous sommes face à un blockbuster hollywoodien
que j'appellerais grand public, PG-13, ce qui change quand même beaucoup de choses, mais on en rediscutera en détail. Donc le projet, on l'a dit, c'est chapeauté par James Cameron. Ça fait très longtemps que le réalisateur, évidemment notamment de Titanic ou encore d'Avatar, voulait se pencher sur cette adaptation. Il a fait énormément de travail en ce qui concerne notamment tout ce qui est direction artistique, etc. Et puis finalement, ça ne s'est jamais fait jusqu'à l'arrivée de Mr. Robert Rodriguez, donc le réalisateur de Sin City, Machete, etc., etc. Donc un gros projet quand même pour d'adaptation. Thibaut, comment toi tu ne connais pas le manga à la base? Non, moi je suis pas du tout familier de l'œuvre d'origine, donc j'y allais vraiment sans attente particulière en termes d'adaptation. Évidemment. J'y allais avec des attentes parce que Cameron, avec d'autres attentes parce que Rodriguez, que je supporte très très mal. Robert Rodriguez, pour moi, les Sin City, c'est l'exemple parfait pour le coup en termes d'adaptation, de non-adaptation, parce que voilà, c'était l'idée d'une fidélité où en fait on ne fait que reproduire les cases de la BD et on prétend faire une œuvre fidèle, et pour moi ça n'avait aucun intérêt. Donc j'avais beaucoup d'attentes négatives par rapport à Rodriguez, et je trouvais vraiment décevant de voir finalement un projet que Cameron porte depuis plus de 20 ans, je crois qu'il bosse dessus quand même. Le voir céder la réalisation à Robert Rodriguez, je me suis dit dommage, on va quand même perdre à l'échange, et au final le film en soi correspond parfaitement à cet équilibre des attentes que je pouvais avoir, c'est-à-dire qu'avec un Cameron au scénario et qui chapeaute toute la direction artistique et tout ça, on a quand même quelque chose de cohérent à la base, je trouve, et de très ambitieux et de très intéressant, mais dans l'exécution, Robert Rodriguez, sans surprise pour moi, est pas du tout à la hauteur du job. Et Pierre, donc on l'a dit, toi tu connais un petit peu, tu y allais à reculons, tu étais impatient de découvrir le résultat. Alors à la première bande-annonce, je vais être totalement franc, et déjà je savais pas que Cameron avait ça dans les cartons, etc. J'ai été intrigué. La bande-annonce ne m'a pas séduite du tout à l'époque. La vraiment première, on sent qu'il y a eu du travail depuis, il faut quand même le reconnaître. Je trouvais que graphiquement, c'était pas très attirant de ce que je me souvenais de Gunn. Et en me replongeant dans les mangas juste avant d'aller voir le film, et en rematant les bandes annonces, je me suis dit il peut y avoir quelque chose d'intéressant visuellement, et on aura l'occasion d'en reparler. Juste pour revenir vraiment sur le projet, c'est quand même un vieux projet de Cameron. Les droits, ils avaient été achetés en 99, ça fait 20 ans du coup. Depuis 2003, c'est rentré en production. Ensuite, il a fait son Avatar, et là il a dit publiquement: Gunn, c'est une bonne histoire, mais moi je suis sur un truc, c'est colossal, c'est l'œuvre de ma vie. Il est parti complètement dans son délire de Pocahontas chez les Schtroumpfs. Donc voilà, c'est très beau Avatar. Là aussi c'est très beau, on aura l'occasion d'en reparler sur certaines chances. Par contre, j'avoue que j'ai une espèce de jurisprudence sur le fait qu'il ait confié ça un petit peu sur la fin à Robert Rodriguez, et je me demande... Parce qu'il y avait eu le précédent d'un film assez tabou pour moi, mais Dragon Ball Evolution, qui avait été aussi acheté par la Fox, et les droits avaient été achetés pour plus de 20 ans, etc. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de jurisprudence dans ce cas-là, où Cameron s'est dit « Merde, j'ai bientôt plus les droits de ce machin, je le balance à Robert Rodriguez, vas-y, démerde-toi, moi de toute façon je suis trop prêt avec mon Avatar, et on aura bientôt plus les droits, avec la Fox derrière qui met un petit peu de pression. » Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ce rapport-là, puisque ça fait quand même 20 ans que les droits ont été achetés, à voir. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est toujours la Fox qui gère les droits de distribution de Dragon Ball aux États-Unis. Là, le film Dragon Ball Super Broly, qui cartonne, est justement distribué par la Fox. À voir s'il sera pris dans le package Disney. Je ne me réjouis pas de voir un truc Disney avec du Dragon Ball, mais sait-on jamais, ce n'est qu'un distributeur. Donc des attentes un petit peu mitigées. Moi, c'est vrai que j'en attendais. Je suis un petit peu comme Thibaut en fait. J'en attendais pour Cameron. Je redoutais un petit peu pour Robert Rodriguez, et surtout aussi
peut-être un petit peu pour le design. Moi, ça m'avait assez surpris, en fait, ses yeux assez grands, finalement, d'Alita, hein, quand on a vu les premières bandes annonces, les premières images. Est-ce que l'univers, du coup, marche? Est-ce que les effets spéciaux fonctionnent? On sait que donc, c'est de la performance capture, hein, pour Alita, donc, qui est incarnée par une actrice, mais par Rosa Salazar, tout voilà. à fait. Et puis ensuite, on incruste numériquement, en fait, le personnage d'Alita. Que Cameron avait déjà utilisé sur Avatar, justement. Tout à fait. Et donc, comment ça marche, cet univers, pour toi, Thibaut? Ça fonctionne? C'est trop bizarre? Eh ben non, en fait, pour moi, l'univers fonctionne. Je trouve qu'on sent vraiment que voilà, c'est pas un projet qui a été lancé il y a 2 ans et puis qui a été élaboré par-dessus la jambe. On sent vraiment que c'est un travail minutieux qui a été effectué sur le long terme. Donc pour moi, l'univers marche et est tout de suite assez crédible et assez passionnant, je trouve. Pareil, le gros point fort du film, pour moi, tu l'abordais, c'est le personnage d'Alita. Non seulement de base, Rosa Salazar est assez bluffante, je trouve. Moi, je l'avais juste aperçue dans la franchise des Labyrinthes, là, cette franchise Young Adult, où voilà, elle était assez anecdotique au final, je trouve. Et là, j'ai été vraiment bluffé de voir à quel point tout de suite ce personnage dégage quelque chose, et je trouve extrêmement pertinent le design, justement. C'est vrai que c'était surprenant au départ, ces énormes yeux, mais finalement c'est parfait, en fait, dans ce que le personnage est censé évoquer, puisque ses yeux surdimensionnés, ça nous amène vers ce fameux phénomène de l'inquiétante étrangeté. Donc La vallée dérangeante. La vallée dérangeante aussi, exactement. En fait, ce stade où, en fait, l'artificiel se rapproche beaucoup trop de l'humain et où ça devient précisément dérangeant. Et en même temps, elle dégage une émotion, une humanité assez folle. Donc on est vraiment dans un équilibre assez parfait entre ces deux facettes-là, je trouve. Maintenant, la réserve que j'ai, moi, c'est que l'univers est très beau. Techniquement, c'est une claque. Simplement, pour moi, à chaque fois, tout au long du film, en fait, l'exploitation qui en est faite s'en tient au strict minimum, en fait. C'est comme, voilà, pour moi, on a donné les clés d'une Rolls-Royce à Rodriguez, et en fait, il s'est contenté de faire un petit tour de parking, quoi. Il y a vraiment une sous-exploitation du matériau. Je trouve qu'il avait tout pour faire un grand film, et pour moi, il s'est contenté de faire simplement un honnête divertissement. Ouais, j'entends ce genre de choses. C'est vrai que moi, j'arrivais avec d'autres attentes, vu que j'ai lu le manga original. Donc, sur vraiment l'aspect graphique, l'adaptation, j'ai été agréablement surpris. Effectivement, il y a des choses très, très intéressantes, bien reprises du manga. Il y a des cases qui sont en refaites relativement telles quelles. Je pense à la première scène avec la décharge, etc., qui est la même que dans le manga. Mais j'ai eu quand même 2-3 soucis, parce qu'on sent que la ville est très CGI. Le premier plan sur la cité de Zalem, tout en haut, ça a pixelisé. Je suis d'accord. J'ai aussi un gros souci, c'est que la cité, du coup, en bas, cette cité des charges, pour moi, elle est beaucoup trop lumineuse par rapport au manga. Parce que vraiment, dans l'univers de Gun, Kuzuketsu, c'est la misère, c'est la misère humaine. Mettez un petit côté un peu Blade Runner tout détruit, mais en plus les gens ils en chient, quoi. Ils sont pas bien du tout, et là je trouve pas, en fait, parce que tout de suite le personnage d'Alita sort dehors, elle retrouve ses potes qui sont en train de faire du motorball, on aura l'occasion d'en reparler, en train de s'entraîner, etc. T'as pas l'impression que ce soit un univers dégueulasse où c'est le crime qui règne, la loi du plus fort, ce qui vraiment est l'essence un petit peu de ce quartier dans le manga. Et ça a été une vraie déception pour moi, du coup. C'est peut-être lié à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que pour moi, on pourra en voir beaucoup plus de cet Bien univers. sûr. On reste vraiment en surface, et si on en reparlera au niveau du scénario, mais oui. Il y aurait peut-être effectivement plus eu cet aspect-là, ouais. Alors moi je te rejoins, Pierre, sur effectivement ce côté un peu décor, où c'est vrai que le premier plan ça s'est ouvert, puis j'étais là, oh là là. Mais par contre, alors le personnage d'Alita, moi elle m'a embarqué absolument direct. C'est-à-dire je pense que le premier plan où on la voit bâiller, j'étais là, ok, toi c'est bon, je te soutiens, toi t'as toute mon empathie, et vraiment je trouve que le personnage est super, et j'avais vraiment j'étais vraiment heureux de suivre ce personnage, et puis voilà, j'avais envie qu'elle fracasse des gens et tout. Et en plus, elle est très balèze, donc ça marche très très bien.
Oui, je me permets du coup juste de t'interrompre vite fait par rapport à Gali, donc Alita. C'est vrai que ça marche bien, ça ressemble d'ailleurs, il y a des petits détails quand elle découvre ses bras mécanisés, vous avez sans doute vu, il y a des gravures dessus, on est exactement sur les gravures du manga. J'ai quand même 2-3 petites réserves sur les yeux. Sur certaines scènes, j'étais un petit peu en Uncanny Valley quand même. Ça m'a un petit peu perturbé à certains moments. Mais par contre... Mais c'est intéressant du coup, parce qu'on te fait attacher à un personnage qui n'est clairement pas humain, Bien sûr, et on le met en bien évidence justement. Et C'est clairement pas humain en termes visuels, parce qu'alors en termes voilà. d'émotion, il faut quand même Oui, reconnaître oui, non, mais, que... mais par définition, c'est un cyborg, Oui, et tout à fait. on questionne ça justement. Robin, je te fais une promesse, je vais te prêter l'intégrale des mangas et là je peux te garantir que Alita, tu vas pas juste l'aimer, tu vas en tomber amoureux. C'est beaucoup plus que ce qui est montré dans ce film, 1000 fois plus profond, c'est peut-être l'une des plus belles héroïnes de fiction de l'histoire, elle est forte, c'est l'image de la femme forte parfaite parce que c'est une histoire de passage d'adolescence à l'âge adulte. Il y a de la tristesse, de la mélancolie, de la puissance, du charme, elle est belle, elle est sexy, vous avez tout ce que vous voulez dans ce personnage. Et c'est une femme forte parfaite. Quand j'ai fini la lecture, ma relecture pour regarder le film, je suis retombé amoureux de Gali, mais complètement. Et franchement, lisez l'œuvre. Ça, c'est le meilleur conseil que je donnerais à tout le monde, lisez l'œuvre. Donc on va suivre Gali ou donc Alita dans la redécouverte de soi, hein, puisque ça commence, on va dire, assez peu originalement par voilà, j'ai perdu ma mémoire, je ne sais plus qui je suis, je ne sais même plus comment je m'appelle, et au travers de ces expériences, elle va découvrir et rencontrer différentes personnes, alors qui sont, faut être honnête, au début en tout cas, un petit peu jetées comme ça, genre tiens, hey, je suis un nouveau personnage, tiens, hey, je suis un nouveau personnage, dont notamment Hugo, son amour. Oula. Et je voulais vous entendre là-dessus, sur le reste, en fait, sur cette histoire aussi. Est-ce que ça marche? Là, pour moi, le coup, hein, vous l'aurez compris, donc pour moi, vraiment, la relation sentimentale ne marche pas du tout, parce que cet acteur, je mets vraiment une tête à claque, qui m'a fait complètement sortir de cette histoire d'amour. Mais est-ce que, justement, dans ce que le film raconte, on a compris qu'un petit peu pour l'univers, est-ce que dans ce que le film raconte, c'est intéressant? Ou est-ce que, comme nous le disais Pierre, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être trop de tomes à adapter dans un film de 2 heures, en sachant qu'il y en a 9, et vraisemblablement ce serait sur les 6 premiers? Ça pique largement dans les 6 premiers, parce que, si vous voulez, l'histoire de Hugo précède son arrivée dans le Motorball. En fait, le personnage de Hugo et sa dernière scène dans le film, pour ne rien spoiler, vont amener le personnage de Gali à se mettre au Motorball. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que c'était pour une raison, voilà, on va pas rentrer dans les spoilers, qu'elle se met à ça et ça prend une plus grande portée. C'est là où aussi elle grandit beaucoup. Là, je trouve que tout ce qui est tiré de cette partie-là du manga, j'ai un peu l'impression que c'était pour Robert Rodriguez l'occasion de faire une jolie scène d'action, parce que c'est vrai qu'elle est plutôt bien foutue. Le Motorball est très impressionnant. Ouais, c'est assez chouette à regarder. Après, au niveau vraiment des personnages, on va en reparler évidemment. Moi, Hugo, c'est mon gros problème, avec Jennifer Connelly aussi, qui est un personnage qui n'existe pas dans l'œuvre. On a inventé une figure de mère finalement à Gali, et d'ex-femme déjà au professeur Ido, qui n'en a pas. D'ailleurs, dans le film, Alita est nommée Alita parce que c'est le nom de leur fille perdue, à qui ils ont créé un corps, etc. Quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est quoi? C'est bordel, pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, le personnage reçoit le nom de Gali juste parce que c'est le premier nom qui arrive à studio de professeur Ido, et c'est le nom de son chat mort il y a 1 mois. C'est très con, je suis d'accord, mais finalement, ça donnait quelque chose d'impersonnel. Le fait de lier ça à sa fille décédée, justement, ça ajoute un enjeu émotionnel supplémentaire qui n'est pas inintéressant, je trouve. Et pour le coup, moi, s'il y a
le personnage de Dalita reste la plus grande réussite du film, je trouve. Les autres personnages secondaires sont un gros problème, là je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais à la limite s'il y a un perso secondaire qui fonctionne assez bien et où la relation avec Alita fonctionne assez bien, c'est celle du professeur Ido, donc Christophe Waltz, je trouve. Donc là, effectivement, le personnage de Jennifer Connelly, il y avait aussi un truc intéressant derrière, et notamment dans ce qui se passe à la fin avec ce personnage. Là aussi, il y avait des enjeux émotionnels qui auraient pu être assez forts, mais qui ne fonctionnent pas très bien, effectivement. Et pour moi, c'est un peu le gros souci du film, c'est que là encore, en termes de scénario, qui a donc été écrit par Cameron, rappelons-le, pas que coécrit avec une femme dont je n'ai plus le nom. C'est Laeta Kalogridis, je l'ai noté. Voilà. Pour info, elle a bossé du coup avec Cameron sur Avatar. Il y a eu Shutter Island, White House Down, Altered Carbon récemment avec Netflix. C'est la co-scénariste de Terminator Genesis. Je tiens à ce qu'on le dise. Et elle n'a pas fait que des trucs intéressants. Et elle va s'occuper d'une autre adaptation de manga et de jeux vidéo. C'est Sword Art Online en live action série. Et je connais pas l'œuvre, mais du peu que j'en connais, ça peut être très fun à regarder, mais pas dans le bon sens du terme. D'accord. Enfin, pour le coup, on sent qu'il y a vraiment un énorme travail, je trouve, au niveau du scénario et de la conception, comme je le disais avant. Et on sent que le passage après la réappropriation par Rodriguez de tout ça, comme je le disais, pour moi, il en fait vraiment pas grand-chose. Et un des trucs les plus caractéristiques de ça, je trouve, on sent que l'intrigue est vraiment un peu condensée pour tenir sur 2 heures. Je trouve tout s'enchaîne assez vite et on a peu le temps de se poser. Et un des trucs qui fonctionne pas du tout, c'est justement cette romance. Bon, en partie parce qu'effectivement, l'interprète de Hugo est vraiment calamiteux. Et Rodriguez ne donne jamais l'ampleur qu'il faudrait à cette histoire-là. Pour moi, un truc assez révélateur, c'est qu'il y a une scène où l'héroïne offre littéralement son cœur au personnage. L'idée est géniale et ça aurait dû être magnifique. Et fait par Cameron, ça aurait pu être très puissant, je pense. Mais là, ça tombe clairement à plat quand les personnages après rigolent et puis ils disent « Ouh là là, c'était intense ». Ben non, pas du tout. Franchement, la scène ne dégage rien du tout alors que l'idée est hyper forte. En fait, moi, ce que je trouve intéressant quand même dans la relation Hugo-Gali, alors le personnage de Hugo est complètement infidèle à l'œuvre originale, c'est horrible parce qu'on est vraiment sur un personnage à base de mec qui galère dans la vie, qui est un pouilleux, qui essaye de récolter des sous en faisant de mauvaises actions pour rejoindre Zalem, qui devient l'amour très adolescent justement, et ça reste, justement, ça m'a pas tant dérangé que ça, vraiment la relation, parce que dans le manga, on est aussi sur quelque chose où elle tombe un peu amoureuse au premier regard. Ça devient l'homme avec qui elle va consacrer sa vie. Et c'est un amour adolescent total. C'est le coup de foudre adolescent. Dans l'œuvre originale, là, c'est un peu singé, on est bien d'accord. Mais finalement, ça reste assez mais en tout cas, on y croit de son côté parce qu'elle est crédible. Bien sûr. Donc ça marche en tout cas à moitié. C'est ça. Et c'est peut-être là où justement le scénario me dérange un petit peu. C'est que moi, pour moi, on est passé du seinen très avant-gardiste, très intéressant, violent, dur, avec beaucoup de morale, beaucoup de thèmes, à finalement quelque chose de très édulcoré. J'ai eu l'impression de voir un film pour adolescents, en fait, pour être totalement honnête. Et ça se ressent dans les personnages. Les potes de Hugo qui sont là quand ils vont chercher l'armure du Berserker, qui est un des points marquants de l'œuvre, qui a été complètement singé aussi. Mais ils ont leur petite aventure, leur petit machin. Finalement, je trouve que c'est assez policé, c'est assez sage, ça prend pas de risques, c'est très ado. Je me souviens d'une scène mais qui m'a fait hurler, c'est la scène d'un bar face au premier grand méchant, où il débarque et il bute un chien qui a été là comme petit moment un petit peu émotionnel pour toi, pour dire « Hey, il y a un chien, il est mignon. Ah, il est vraiment très très méchant. Il a tué le chien. » Et après, t'as un personnage qui a lui des chiens cybernétiques qui l'attaquent parce qu'il a buté un chien et moi j'aime pas ça, quoi. Tu vois, ça reste très léger en fait. Je pense que c'est un film sympa pour les ados. L'avantage, c'est que le personnage de Gali est un personnage qui reste relativement fort. Et je pense que c'est pour filles comme pour garçons, c'est un personnage qui peut être inspirant. Je pense que, à mon sens, je serais pas totalement d'accord avec toi parce que
je pense qu'effectivement, alors, je n'ai pas lu l'œuvre non plus, mais c'est vrai que c'est un peu édulcoré, mais je trouve finalement ça marche quand même assez bien, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette histoire-là avec tous les enjeux que ça amène déjà pour elle, les enjeux sociétaux aussi, parce qu'on l'a peut-être donc pas dit, mais Salem est donc la ville au-dessus, il y a une ville un peu Dans les nuages. divine en fait qui lévite de manière ingénieuse, mais lévite au-dessus de la ville, c'est Iron City je crois, Ouais. qui est en fait un peu la ville Je crois que c'est comme ça qu'ils dépotoir l'ont en fait en dessous, et donc évidemment pour tout le monde d'en bas, le rêve est évidemment de monter, où là la vie est en tout cas décrite comme plus sympathique, plus une meilleure vie, etc. Donc c'est un petit peu aussi ce qui va porter ces personnages. Hugo, par exemple, c'est son rêve d'y monter. On va apprendre que certains personnages viennent d'en haut et se sont retrouvés en bas. Donc c'est vraiment l'enjeu aussi de ce film. Et je trouve que ça m'a effectivement peut-être un peu édulcoré, mais je trouve que ça marche quand même en termes d'histoire et en termes de ce que ça nous propose comme univers. Là où j'aurais peut-être effectivement les limites de Monsieur Rodriguez, notamment en termes de mise en scène, où il faut dire qu'il se contente généralement quand même de montrer ce qu'il faut montrer. C'est ça, Oui. et même je trouve que sur certaines scènes, à l'exception peut-être de la scène de Motorball à la fin, où là on a vraiment des plans impressionnants, je trouve, puis il y a certains plans qui utilisent très très bien la 3D. Tout à fait. Mais la majeure partie du temps, on a effectivement une mise en scène assez plate, voire des fois un découpage qui est clairement aux fraises sur certaines séquences, je trouve. La première scène de Motorball, justement, où Alita découvre le jeu, je trouve qu'il y a 2-3 raccords qui sont juste pas possibles. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment, en fait, on a un univers, un écrin, une place de jeu finalement assez grandiose, et puis on a quelqu'un qui en fait juste n'importe quoi, ou juste le strict minimum. Il y a aussi la direction artistique, je la trouve très intéressante. Il y a des choix stylistiques dans les cyborgs particulièrement que je trouve hyper originaux, où on voit pas des personnages comme ça tous les jours, quoi. Mais simplement, le cadre et la personne qui décide de nous montrer ça, est très peu inspiré. C'est vrai que sur le côté visuel, c'est clairement intéressant. Après, sur le scénario, moi, je suis un petit peu déçu. Je trouve ça un petit peu ado. Et c'est surtout une déception quand Cameron est censé avoir touché à ça et que le mec a quand même fait Terminator. Enfin, les gars, quoi. S'il vous plaît, il a rêvé Terminator un soir. Il nous a sorti un pré-chef-d'œuvre, parce que Terminator 2, c'est mieux. Mais il pouvait en faire, je pense, un film plus adulte. Et ça, c'est une petite déception. Ça probablement, mais je pense aussi que du coup, ça aurait peut-être moins marché, ça aurait pu moins attirer de public, puisque vous vous en doutez, même si c'est pas un spoil, vu qu'il n'a fait que 6 des 9 tomes, vraisemblablement, il pourrait y avoir une suite. J'aimerais par contre vous entendre aussi sur un point, on l'a rapidement évoqué au début, sur l'aspect un petit peu visuel, mais vraiment sur l'aspect des effets spéciaux. Donc c'est Weta Digital qui s'en occupe, donc la boîte qui avait fait notamment tous les effets sur la saga du Seigneur des Anneaux. Et Avatar. Et vous entrez un petit peu déjà sur Alita, puis simplement sur les effets spéciaux. Moi, je trouve, comme on le disait, alors certains décors effectivement qui peuvent peut-être pêcher par effectivement sur le fond, où on voit un petit peu, c'est pas forcément parfait. Par contre, Alita est juste, mais bluffante. C'est-à-dire quand on la voit en plein écran, il y a les détails sur sa peau, les larmes, les cheveux. Enfin, vraiment, c'est un travail assez impressionnant. C'est hallucinant, et ça participe aussi à l'ancrage émotionnel qu'on a avec elle, parce que le photoréalisme et la précision vraiment de ces effets, ça contrebalance justement le design des yeux un petit peu exagéré, et ça participe justement à l'équilibre super intéressant qui est dans le truc. Et tous les cyborgs d'ailleurs, je trouve, sont assez bluffants, parce que la plupart en fait ont juste un visage humain, et sinon posés sur des corps de métal complètement improbables. Et pour moi, ça c'est un des trucs qui rend le film assez fascinant en termes visuels. Alors visuellement, oui, et sur les effets spéciaux, alors je suis totalement d'accord sur le personnage d'Alita qui est sublime à regarder. C'est quelque chose de très très bluffant. Pour moi, c'est la meilleure surprise du film, on va être honnête. Après, je pense que le film ne va pas mal vieillir,
mais qu'on est dans une période assez intéressante où deux domaines sont liés, le jeu vidéo et le cinéma. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait un peu peur avec ces Avatar 3 et 4 aussi annoncés, etc. La technologie va tellement vite et tu as tellement envie d'être à la pointe avec Weta et surtout Cameron que j'ai l'impression qu'on s'ancre sur quelque chose, mais ça va très très vite évoluer, on va vite passer à autre chose, on va se prendre claque sur claque, et finalement ça va devenir assez commun, parce qu'on le voit, il y a le ray tracing qui est arrivé dans le jeu vidéo et dans le cinéma, qui est une technologie très intéressante. Il y a plein de technologies qui arrivent tous les jours. Il suffit de voir le génie. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que sur les technologies, c'est impressionnant. C'est le Spider-Man Into the Spider-Verse. On est aussi sur d'autres. Là, on est plus sur de l'animation, mais apparemment, c'est totalement bluffant. Je me réjouis de voir ça. C'est des technologies qui arrivent à une vitesse extraordinaire. Donc, je me demande... Là, c'est de la curiosité peut-être un peu geek, mais est-ce que dans 10 ans, le film aura mal vieilli ou pas ? Non, je pense pas, parce que ça reste... on sent l'influence et le souci de Cameron là derrière, et qui fait pas que suivre la mode, il la crée finalement. Avatar, il a pas lancé le truc comme ça, il a quand même passé des années à bosser dessus, et de la même manière que, je sais pas, un Gollum du Seigneur des Anneaux a pas particulièrement vieilli maintenant 15 ans après, même plus, je pense pas que ce sera si daté que ça dans quelques années. Alors, pour le personnage de Gali, je pense pas, et puis pour les personnages en général aussi. Mais par contre, pour tout ce qui est autour, tout ce qui est décor, je suis moins fan, quoi. Je me suis pas pris vraiment une grosse claque. Il y a le côté, justement, on le disait, un peu pixelisé à gauche, à droite, et ça, j'ai peur que ça vieillisse peut-être un peu mal. Mais là, c'est peut-être aussi de la faute du réalisateur, pour le coup. C'est ça, c'est que ce décor en question n'est pas spécialement mis en valeur. C'est ça. Il y a des très beaux plans en soi, mais il se contente de poser sa caméra devant, quoi. Il les magnifie pas. C'est ça, ce qui est peut-être un petit peu dommage et ce qui risque de peser un petit peu à l'avenir pour ce film en termes de visuel. Et puis on revient sur ce que tu disais où finalement le décor, enfin l'univers n'est peut-être pas suffisamment mis en avant. C'est-à-dire qu'on suit vraiment Alita. Mais tout, le scénario aussi est trop condensé. Enfin, il aurait fallu un film de 3 heures ou en tout cas 2h30, je sais pas, mais où on prend le temps de développer les intrigues, de poser l'univers, de s'y balader et de le filmer vraiment sous toutes les coutures et pas juste c'est super. L'idéal, ça aurait été une trilogie en fait. L'idéal, je vous le dis sincèrement, ça aurait été une trilogie. Là, on se serait attaqué à l'arc d'Hugo, du coup, enfin la découverte de Gali, l'arc de Hugo, etc. Ensuite, on serait passé au Motorball. Et après, on serait arrivé dans l'arc final, très Mad Maxien en plus, c'est absolument génial, avec le Dr Nova qui ici est présent 2 secondes à l'écran. Par Edward Norton. Pour annoncer la suite. Spoiler. Ah d'accord, t'es comme ça. Ok. Oui, alors il apparaît tout à la fin. Voilà. Mais est d'ailleurs complètement singé son apparition. C'est n'importe quoi là où il se trouve. Je vous dis pas où il se trouve, mais c'est une honte là où il est. Ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'une trilogie aurait été plus intéressante et nous aurait permis d'approfondir les personnages. Et ce qui fait la grande force de Gunn, c'est Gali. Mais c'est surtout ses personnages. Je pense que ce qu'il veut raconter, je trouve ça pertinent et ça aurait pu tenir dans un seul film, mais il aurait fallu laisser plus de temps et surtout donner un peu plus de force, quoi, niveau exécution. Ouais, c'est un peu plus de pas de contenu, mais vraiment de matière, quoi, scénario qui survole un peu tout. D'incarnation. On sent qu'en fait on passe à côté de quelque chose. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus, comme tu le disais avec la très belle analogie sur la Rolls-Royce. Il y aurait eu moyen de faire tellement plus et finalement on s'est peut-être un petit peu limité. Moi en fait ce qui me fait plaisir c'est que je vois que vous avez quand même pas mal apprécié le film, enfin relativisons tout de même. Alors si on enlève toutes les attentes qu'on avait pu avoir, ça reste une bonne production, je pense. Voilà, mais moi j'ai peut-être l'erreur entre guillemets d'avoir lu Gunn avant, mais je pense que pour des personnes comme vous qui connaissaient pas du tout l'œuvre originale, qui ont kiffé, putain, vous allez kiffer mais 1000 fois plus le manga. Alors ça, j'en doute pas. Et les gens vont se jeter dessus et ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien, je pense, à plein de gens de découvrir ça et de se dire, ok, j'avais un petit apéro, mais là, le festin, il est à la hauteur de mes attentes. Et je vous invite vraiment à vous plonger dans le manga. En tout cas, sur les 9 tomes ici présents, c'est pas très long à lire. Donc faites-vous plaisir. Si vous avez découvert et apprécié le film, allez-y. Les yeux fermés. Faites-moi confiance.
Et voilà, vous l'aurez donc compris, Alita Battle Angel qui nous divise ici dans la table du saloon. On apprécie beaucoup de choses, il y a des choses qu'on apprécie moins. Dans tous les cas, on vous conseille évidemment d'aller vous faire votre propre avis sur cette nouvelle réalisation de Robert Rodriguez, chapeautée par James Cameron. Merci Pierre d'avoir passé la porte du saloon. Merci beaucoup à toi, Robin. Merci à Thibaut également. Merci à toi, à bientôt. On vous retrouve évidemment très vite pour des prochaines aventures dans le saloon. Vous savez également que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de streaming et de podcast. On vous dit à très vite. Ciao, ciao.